On va aborder ce que j'appelle un peu, moi, on va aller un peu dans les recoins des EHPAD. Comme le disait Luc Broussy, effectivement, c'est la première fois, apparemment, dans l'histoire des assises des EHPAD que vont être abordées les questions des violences sexuelles en EHPAD. Pour ce faire, on aura deux intervenants que je présenterai ultérieurement. Et dans un second temps, on va aborder la question, c'est deux questions quand même très différentes, on est d'accord ? L'accueil des personnes précaires ou des personnes migrantes dans les EHPAD, avec la question, est-ce que c'est possible, est-ce que ça se passe bien et à quelles conditions c'est possible. Et puis on aura notre grand témoin. Alors il est assez grand de taille, mais il est grand aussi parce qu'il dirige l'association des petits frères des pauvres, que vous connaissez tous, je pense. Et il va, l'optique, c'est qu'il va pouvoir donner un peu son regard en fonction sur les deux thèmes, encore une fois, qui sont très différents. Parler à la fois des réalités que les bénévoles des petits frères des pauvres connaissent, et puis plus généralement aussi des questions, notamment de pauvreté, parmi les personnes âgées. Alors on commence tout de suite avec le thème des violences sexuelles en EHPAD, avec deux invités, deux intervenantes. Leila Minano, qui est journaliste et qui a réalisé une série d'enquêtes qui ont été publiées sur Mediapart il y a 2-3 ans. Donc elle nous expliquera un peu son enquête. Et nous avons Madame Rossignol, Laurence Rossignol, qui a été ministre il y a une dizaine d'années, notamment des personnes âgées, et qui actuellement est sénatrice et, comme vous le savez, est très engagée sur tous les combats féministes. Alors, Leila Minano, vous allez commencer. Déjà, vous n'êtes pas une spécialiste des EHPAD. Vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes venue à cette question-là. Je signale par ailleurs que vous avez publié il y a 2-3 ans, je crois, un livre sur les violences sexuelles aussi dans l'armée, enfin dans la Grande Muette, qui s'appelle La guerre invisible. Donc apparemment, c'est un sujet qui vous concerne, qui vous impacte. Alors expliquez-nous d'abord comment ça a démarré cette enquête. Alors en fait, je travaillais comme beaucoup de journalistes dans le siège de Victor Castanet sur la question de la maltraitance institutionnelle en EHPAD pour Mediapart. Et en me renseignant, en lisant à droite à gauche des articles de presse, notamment ce qui se faisait dans la presse locale, je me rends compte qu'il y a des procès un peu partout en France qui relatent ce type de violence, donc des violences sexuelles qui sont commises dans les établissements, et que jamais, à l'échelle nationale, cette zone d'ombre des maltraitances n'a été traitée. Donc du coup, j'appelle ma collègue Sophie Boutboul, qui a l'habitude de travailler sur ces enquêtes un peu d'ampleur. Donc moi, j'avais travaillé sur les violences commises dans l'armée, elle avait travaillé sur les violences commises par les forces de l'ordre. Et donc du coup, on a commencé ce travail de recensement. Donc c'est un travail qui commence à la base, puisque c'est un chiffre noir. Il n'y a jamais eu de monitoring des violences sexuelles commises en EHPAD. Et on se rend compte très très vite, au bout de quelques jours, qu'on arrive à une centaine d'affaires judiciarisées. Alors, Leila, est-ce que vous pouvez distinguer, parce qu'il y a plusieurs scénarios, on va dire, entre guillemets. Il y a des situations où ce sont des résidents, souvent hommes, qui agressent une résidente, souvent qui a des problèmes cognitifs, hein. Mais il y a aussi des situations où ce sont des personnels, quel que soit leur statut. Et troisième situation, ça peut être des gens extérieurs à l'EHPAD, ça peut être des gens qui viennent visiter leurs proches, ou qui ne viennent pas visiter d'ailleurs. Est-ce que vous avez déjà vous avez une centaine de situations que vous avez recensées? Est-ce qu'on a une répartition un peu des situations? Oui, donc on est près de la moitié des auteurs de violences sexuelles en EHPAD sont des employés des EHPAD, qu'ils soient des employés permanents ou des employés vacataires. Et quasiment l'autre moitié sont des co-résidents. Immense majorité des hommes, on a 98% d'auteurs masculins, et une petite minorité qui sont des personnes extérieures. Enfin, extérieures, c'est souvent des proches, des membres de la famille. C'est rarement des gens qui sont inconnus. Mais quand même, on est sur une quasi-totalité de co-résidents ou d'employés. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'une violence sexuelle est avérée? Alors, c'est la difficulté aussi. Alors, j'en discutais avec des directeurs
tout à l'heure. C'est vrai que quand c'est des relations entre deux résidents, il y a forcément la question du consentement qui se pose et souvent c'est très compliqué en EHPAD. Alors, quand la situation vraiment de violence est avérée, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la justice est saisie? Est-ce qu'il y a des sanctions derrière? Qu'est-ce qui se passe? Ça repose beaucoup sur les proches, en fait. On se rend compte que les affaires qui montent jusqu'au judiciaire, ça relève très souvent de proches qui sont très impliqués, qui vont mener le combat en lieu et place de la résidence, qui très souvent est handicapée par des troubles cognitifs, qui se mure très souvent aussi dans le silence. Donc du coup, on est souvent sur des proches qui sont très engagés dans le combat judiciaire. Après, en EHPAD, il y a deux choses, notamment quand il s'agit d'EHPAD publics, mais pas que. Il y a l'enquête administrative qui est menée par le directeur ou la directrice d'EHPAD. Et ça, malheureusement, on peut se dire qu'il y a à boire et à manger. Il y a des directeurs, des directrices qui vont prendre le sujet à bras-le-corps et mener l'enquête jusqu'au bout, alors que d'autres, qui parfois même vont être mis en cause pour leur inaction dans les tribunaux administratifs, vont essayer plutôt d'étouffer l'affaire. Donc on a différents cas de figure. D'accord. Alors, votre enquête, elle date de 2022, je crois, ou 2023 Oui, décembre 2022, oui. 2022. Vous avez, un an plus tard, vous avez refait un article en Mediapart. Alors, qu'est-ce que vous constatiez un an plus tard? Puis après, on parlera éventuellement de ce qui se passe aujourd'hui. Eh bien, ce qu'on constatait, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui se passaient dans le domaine, en dépit des engagements qui avaient été pris par le ministère de la Santé, qui confiait avoir connaissance du problème depuis des années. Donc du coup, on a parlé à l'expert du ministère qui nous disait que pour elle, le chiffre était monstrueux. Donc c'était quelque chose qui n'était pas du tout ignoré. Et on le savait en partie puisqu'on avait eu accès à des courriels reçus par les ARS, des emails envoyés au ministère. C'était pendant des années, en fait, ces alertes étaient arrivées au plus haut sommet. Et donc du coup, il nous disait que plus ou moins, personne ne savait vraiment comment réagir, qu'il n'y avait pas de protocole, il n'y avait pas de directive simple, alors qu'on est 5 ans après MeToo. Hein. On n'est pas non plus il y a 50 ans. On est 5 ans après MeToo. La plupart des administrations publiques ont des protocoles, des directives à suivre. Que faire quand j'ai une résidente, j'ai une famille qui me signale des faits? Et ça n'existait pas du tout en EHPAD. Alors, est-ce que ce combat contre les violences sexuelles en EHPAD a été aussi investi par les associations féministes, par les groupements féministes? Est-ce que vous avez été témoin de cette prise en charge d'un... Effectivement, c'est une zone qu'on ne connaît pas, enfin que la plupart des gens ne connaissent pas et qui peut-être fait peur aussi d'ailleurs. Je pense que ça a choqué beaucoup de gens. C'est-à-dire que les violences sexuelles, c'est un domaine qui choque, mais quand il s'agit de personnes particulièrement vulnérables, les gens sont vraiment très, très choqués. Ce qui était... Pourtant, les signalements étaient là. Il y a une association qui s'appelle ALMA. Donc, vous connaissez certainement tous et toutes cette association-là, qui recueille notamment les cas de maltraitance, qui était saisie de plaintes de plus en plus nombreuses, en fait. Donc, du coup... C'est 3977, hein, c'est ça? Exactement. Donc ça, c'est effectivement une vraie référence pour nous, puisque c'est très rarement étudié. Donc du coup, cette association-là était une référence pour nous. Par contre, c'est un vide intersidéral, que ce soit la recherche scientifique, que ce soit les pouvoirs publics, etc. C'est pas du tout un domaine qui est étudié, c'est un domaine qui n'intéresse pas grand monde. Alors, Laurence Rossignol me souffle une question tout à fait pertinente. Est-ce que vous avez recensé le nombre de condamnations qu'il a pu avoir sur cette question-là même des violences sexuelles? Alors, non, pas le nombre de condamnations en justice, vous voulez dire? Oui, bien sûr. Ouais. Non. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que sur les sanctions qui avaient été prises à l'encontre des employés dans les affaires que nous, les sanctions administratives qu'on avait recensées, il n'y en avait que 3 sur une 50aine qui avaient été licenciés, en fait. Donc, une majorité de cas, les employés restaient en poste, y compris après cette mise en cause. Alors, vous reprendrez la parole tout à l'heure. Je demandais à Laurence Rossignol déjà de réagir sur ce qu'elle a pu entendre là. Et puis, bien sûr, dans un second temps, je solliciterai aussi son expérience ministérielle pour voir comment, quand on est à Paris, quand on est au gouvernement, comment on a connaissance ou pas connaissance de ces réalités-là. Bonjour d'abord, bonsoir.
Je posais la question effectivement il y a un instant sur combien d'affaires avaient donné lieu à des condamnations, parce que vous évoquez une centaine d'affaires judiciarisées. Donc judiciarisées, ça signifie avec ouverture d'enquête, avec poursuite, avec mise en examen, ou est-ce que c'est simplement des affaires ayant donné lieu à des plaintes en justice ou, ouais. Écoute, moi j'écoute tout ça avec à la fois un peu de culpabilité et en même temps un recul. Il y a 10 ans, on était avant MeToo, on avait un sujet qui était identifié, que c'est celui des maltraitances en EHPAD, et j'avais un cabinet très féministe, et je crois que nous ne serions pas passés à côté de faits signalés. C'est pour ça que quand je vous entends dire depuis longtemps, les ministères étaient au courant, je pense que l'information était probablement un peu filtrée, et elle arrivait dans la rubrique maltraitance institutionnelle et pas dans la rubrique violence sexuelle. Parce que je n'ai pas souvenir d'avoir vu un cas qui est arrivé sur mon bureau de viol ou d'agression sexuelle en EHPAD, en sachant que, oui, nous connaissions des cas de salariés qui commettaient des agressions sexuelles, qui sont les mêmes, d'un certain point de vue, que celles qui sont commises dans tous les lieux où il y a des personnes en situation de grande vulnérabilité, qu'il s'agisse des enfants, qu'il s'agisse des personnes handicapées ou qu'il s'agisse des personnes en EHPAD. Et là, effectivement, les procédures, normalement, doivent être à la fois pénales et prud'homme et licenciement et poursuite. Mais ce qui me touche dans ce que vous racontez, c'est qu'on avait... En fait, je vous racontais, quand j'étais ministre, c'était avant MeToo, donc on n'avait pas le même focus qu'on a aujourd'hui sur les violences sexuelles, c'est-à-dire la même capacité, en fait, à découvrir que tous les secteurs de l'activité humaine dans lesquels il y a des rapports de domination et qui sont fondés sur la vulnérabilité sont en fait tous des secteurs particulièrement exposés à des maltraitances sexuelles sur les personnes vulnérables. En revanche, je me rappelle qu'on avait un sujet qui venait assez régulièrement, qui était celui de la sexualité en EHPAD. Et avec des groupes assez défendant le droit à la sexualité dans les comités de bientraitance, etc. Donc voilà, il faut permettre la sexualité des personnes en EHPAD. Et j'avais toujours ce doute sur à quel moment on identifie le consentement de personnes qui sont en défaillance cognitive. À quel moment on peut dire qu'une personne a consenti? Et est-ce que ouvrir le chapitre du droit à la sexualité en EHPAD, comment on garantit que ce droit à la sexualité ne soit pas en fait un droit à profiter de l'incapacité d'une personne à exprimer son consentement, ou plutôt son refus de consentement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, parce que j'ai beaucoup fréquenté les EHPAD, parfois en immersion assez longue, pendant plusieurs heures dans des cantous, pas en tant que ministre, mais en tant que personne humaine. Et je pense qu'il y a un autre sujet qui est lié non pas aux violences sexuelles commises en EHPAD, mais à la place des violences sexuelles subies antérieurement par les femmes qui sont en EHPAD. Alors, peut-être quand même dire qu'il y a les chiffres sont d'autant plus élevés que le déséquilibre démographique est important. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement beaucoup moins d'auteurs qu'il n'y a de victimes en termes de rapport homme-femme dans un EHPAD. Mais ce qui m'a toujours frappé, c'est que quand on écoute les femmes, qui sont plus souvent dans des unités pour personnes en difficulté cognitive, dans les propos qui peuvent paraître des propos incohérents, on entend remonter les violences sexuelles subies dans le passé. Et je pense que l'EHPAD est un lieu où on devrait aussi travailler, comme dans l'ensemble de la santé, sur la place des violences sexuelles subies dans les différents symptômes,
dans les différentes pathologies, dans les différentes affections, qu'elles soient physiques ou psychologiques ou mentales, que subissent les personnes et que vivent toute leur vie les personnes. Et je crois qu'il y a là un territoire, un continent qui est totalement inconnu encore et des soignants, et a fortiori dans les EHPAD. Voilà ce que je voulais dire. Je me rappelle cette affaire de sexualité. Et bien entendu, en ce qui concerne les personnels, je tiens aussi à ajouter une chose, que sur les violences sexuelles qui sont commises en EHPAD, c'est les violences sexuelles de membres du personnel sur d'autres membres du personnel. C'est-à-dire que comme dans tous les lieux de travail, où il y a un travail de nuit, où il y a des femmes qui sont en situation de vulnérabilité économique et sociale, il y a aussi là des violences sexuelles importantes commises sur les personnes. Voilà, mon propos est pas totalement satisfaisant. Je découvre, j'écoute. Votre enquête était effectivement une petite bombe dans notre territoire, mais simplement pour dire que, en fait, sur les violences sexuelles, il y a des omertas partout. Et depuis 10 ans, bientôt, pas tout à fait, depuis 8 ans, on pousse des portes et on découvre les violences sexuelles dans l'église, les violences sexuelles dans les pensionnats, les violences sexuelles dans le monde, dans les hôpitaux, les violences sexuelles commises sur les enfants. Et il ne faut pas qu'on lâche sur cette volonté de savoir, mais il ne faut pas qu'on lâche non plus sur la manière dont on doit ensuite accompagner les victimes. Et là, pour le moment, on est encore au balbutiement de l'accompagnement. Merci. Alors, je suis désolé, c'est un peu rapide, mais je vais me tourner tout de suite vers Yann Lasnier, le délégué général des Petits Frères des Pauvres. Alors, sauf erreur de ma part, les Petits Frères des Pauvres, vous intervenez plutôt au domicile des personnes, mais ça peut être aussi parfois en EHPAD. Mais c'est intéressant parce que on parle des violences sexuelles en EHPAD, mais les violences sexuelles, ça concerne aussi le domicile, sachant qu'il y a beaucoup plus de personnes âgées en situation de perte d'autonomie au domicile qu'en EHPAD. Est-ce que cette question-là des violences sexuelles, ça remonte à vos oreilles? C'est-à-dire que est-ce qu'il en est question régulièrement, enfin bien sûr des présomptions de violences sexuelles ou éventuellement de violences sexuelles avérées? Est-ce que et comment vos bénévoles sont aussi appréhendent ces questions-là? Merci Noël pour cette large question. Je vais essayer de vous donner quelques pistes. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous ce soir. Le 1er octobre approche, Journée internationale des personnes âgées, et depuis une petite dizaine d'années, je crois, moi je ne suis au Petit Frères des Pauvres que depuis 5 ans, c'est le moment où les Petits Frères ont choisi de sortir un rapport. Cette année, ce sera un baromètre de l'isolement social, et pour faire un petit peu de teasing sur les chiffres que vous découvrirez le 1er octobre prochain, ces derniers sont absolument effroyables, notamment en ce qui concerne la mort sociale. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais tout ça pour vous dire qu'il y a 3 ans maintenant, nous avions consacré un rapport à la vie affective, intime et sexuelle. Donc on n'est pas sur les violences sexistes et sexuelles, même si on les a abordées un tout petit peu dans ce rapport. Et on a pu voir à ce moment-là le tabou absolu qu'était la sexualité des personnes âgées. Moi, je voudrais partir un petit peu de ça, parce que je pense qu'une partie de la résolution du problème, si on s'oriente un petit peu solution, elle est de détabouiser cette question-là, cette question de la sexualité. Alors, pas forcément que des personnes résidentes en EHPAD, mais des personnes, des seniors dans notre pays. On a pu voir notamment dans ce rapport sur les entretiens à la fois quanti et quali qu'on avait des personnes âgées qui n'avaient aucun problème pour parler de sexualité, mais que c'est la société qui avait un problème à entendre ce que les personnes âgées voulaient dire là-dessus. Et donc, on se retrouvait avec des personnes, et c'est très très souvent le cas pour des personnes qui connaissent l'isolement social, accompagnées par des bénévoles des Petits Frères des Pauvres. On se retrouve parfois avec des gens qui, à partir du moment où ils se sentent dans des espaces de confiance pour pouvoir dire des choses, c'est surprenant parfois. Le côté parfois un peu cash des choses peut être surprenant. Moi, j'ai envie de regarder les choses par deux biais. Bien sûr qu'on est souvent confronté, souvent, il faut mettre un petit... c'est pas tous les jours non plus, mais on nous signale souvent, parce qu'on a également une cellule maltraitance. Là, vous avez fait référence à Alma, des gens qu'on connaît. On a également un numéro de téléphone qui est plutôt pour les personnes âgées isolées, qui s'appelle Solitude Écoute. Donc, on est face à des cas de maltraitance avérés. Et dans ces maltraitances,
sur des questions de VSS avérées également en établissement. Sur la question de celles qui sont commises par des personnels, moi je vois deux choses sur lesquelles je pense que tous nous avons à travailler, que ce soit les EHPAD, que ce soit les pouvoirs publics, c'est la prévention et la formation des personnels. Mais beaucoup de directeurs et de directrices d'EHPAD dans la salle doivent être même beaucoup plus affûtés que moi au quotidien pour voir les différences culturelles majeures qui peuvent exister aujourd'hui sur l'appréhension de tout un tas de sujets culturels au sens générationnel du terme entre des jeunes professionnels qui ont entre 25 et 35 ans et des résidents. Moi, je pense et nous ne sommes qu'au début de ça, d'un espèce de choc culturel, mais par rapport à la liberté, à la religion, à la sexualité, à la vie tout simplement, on a intérêt d'accompagner à la fois des résidents demain à comprendre les gens qu'ils ont en face d'eux et vice-versa. Et ça, je crois que les dispositifs de prévention et de formation, il faut vraiment pouvoir mettre le paquet là-dessus. Vous avez raison, Laurence, de rappeler qu'on n'est que très peu d'années après MeToo. Dans ce rapport, on a également mis en lumière, et vous me pardonnerez, je ne me rappelle plus l'année, mais que les féminicides ne sont comptés dans notre pays que de mémoire jusqu'à 70 ans. Après, ce ne sont plus des féminicides dans les statistiques officielles. Donc, il y a tout un tas de sujets encore à faire bouger là-dessus. Et Noël, vous posiez la question si on avait les sujets également au domicile. Oui, on les a. Et y compris, on les a en étant parfois face à des cas qui sont terribles pour nous, qui peuvent être des violences sexistes et sexuelles, qui peuvent être commises y compris par des... Justement, je poserai la même question qu'à Leïla, mais sur le domicile, est-ce que par rapport à des faits avérés de violences sexuelles, quels que soient les auteurs, est-ce que vous avez observé que la justice était à la hauteur ou pas ? La justice est à la hauteur quand il y a des dépôts de plainte. Parce que dans l'enquête de Leïla, il y avait des dépôts de plainte dans certaines situations, et il y avait eu un non-lieu, je ne sais plus exactement, Leïla pourra compléter. Donc, bien sûr, il faut que ça aille dans la justice, mais derrière, qu'est-ce qui se passe ? Moi, les cas que j'ai vus, Noël, mais ça ne reste que l'expérience que j'ai pu voir, et ça va rejoindre ce que citait Leïla tout à l'heure. Quand il s'agit de personnel, j'ai vu des gens perdre leur travail, mais pas forcément être poursuivis après pour les faits commis, parce que soit les familles, soit la structure, soit la personne victime ne va pas au bout de la démarche. Et notamment puisque Luc évoquait le CNR tout à l'heure, y compris sur les cas de maltraitance, on avait fait des propositions notamment pour des traitements accélérés de la justice, notamment quand on parle de personnes dont l'espérance de vie théorique est faible et les délais de la justice sont totalement en décalage avec l'espérance de vie de ces personnes. Mais je crois qu'il y a certainement un volet judiciaire à avoir, mais le volet prévention et le volet formation des personnels, mais il faut qu'on soit dans des logiques, dans de la croissance à deux chiffres aujourd'hui par rapport à ce qui est fait. Madame Roussillon, est-ce que vous avez une réaction ? Après, on passera au second débat. C'est pas obligatoire. Juste en vous écoutant, je me faisais une remarque parce qu'on parle violence, on dit VSS, violence sexiste et sexuelle. Ce qu'on identifie assez clairement, c'est les agressions sexuelles et les viols. Alors après, toutes les raisons pour lesquelles il est difficile pour la justice de poursuivre, elles tiennent à la capacité de la victime à exprimer ce qu'elle a vécu, au témoignage. Et bon, on sait que malheureusement, les services d'enquête et les parquets, en matière de viol et d'agression sexuelle, poussent les affaires sur lesquelles ils sont le plus sûrs d'avoir des condamnations à la fin et mettent de côté les affaires sur lesquelles ils pensent qu'ils n'arriveront pas à convaincre de la culpabilité de l'auteur. Mais il y a aussi celui des violences sexistes qui est dans le mot VSS, c'est-à-dire c'est l'ensemble des comportements que l'on a avec les femmes en EHPAD, c'est-à-dire la manière de leur parler, la manière de respecter leur intimité. C'est tous ces sujets-là qu'on connaît à notre âge. Voilà, on sait très bien identifier un comportement ou une remarque qui est sexiste. Et je pense que là, on a un vrai domaine dans lequel il est assez, je dirais pas facile, mais si quand même, c'est facile de travailler. C'est facile de travailler avec les personnels pour que le sexisme ne fasse pas partie
des comportements à l'égard des personnes, ou que le sexisme soit inclus dans les maltraitances, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, c'était ce que je voulais préciser, qu'on ait bien les deux mots sexiste et sexuel qui s'associent avec violence quand il s'agit de la prévention et de l'accompagnement. Et puis surtout, la dernière question, et j'en arrêterai là, comment on accompagne les personnes qui sont déjà en difficulté une fois qu'elles ont été victimes d'agressions sexuelles ou de viols. Et alors là, je ne sais pas du tout ce qui est mis en place dans les EHPAD comme traitement psychologique. Remarquez, comme on n'accompagne pas non plus particulièrement les enfants qui sont victimes d'inceste, il serait exceptionnel et miraculeux qu'on accompagne davantage les personnes âgées victimes de violences sexuelles. Je pense que ce sera un autre débat dans une autre édition des Assises, parce qu'effectivement, ça ouvre de nouveaux champs de réflexion. Leïla, avant de conclure. Ouais, très rapidement, deux choses. C'est que déjà, je voulais faire vraiment la différence entre les rapports sexuels consentis entre personnes résidant d'EHPAD et les violences sexuelles dont on parle. Là, je vous parle de différences claires, puisque les femmes qui ont été détectées par le personnel, c'est très souvent ça, refusaient dès le lendemain qu'on leur fasse leur toilette, refusaient de parler, refusaient de s'alimenter, n'arrivaient plus à dormir. On n'est pas dans un doute, on est dans des personnes qui sont traumatisées dès le lendemain. Et donc, très souvent, c'était des personnels qui soit avaient été formés, soit avaient été elles-mêmes victimes, soit connaissaient très bien leurs patientes et se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Donc, il n'y avait pas ce truc de « oh, peut-être qu'ils étaient d'accord et qu'ils ont droit à la sexualité ». On n'est pas dans le droit à la sexualité, on est dans des victimes de violences sexuelles, des victimes de viols, d'agressions sexuelles, de harcèlement sexuel, et donc du coup, qui ont eu souvent du mal à verbaliser. Je pense que c'est ça le problème de la judiciarisation des affaires de violences sexuelles en EHPAD, puisque très souvent, les victimes de violences en général, on ne les croit pas, leur parole est remise en cause, sauf que là, on est face à des personnes qui ont des troubles cognitifs, et donc du coup, leur parole est encore plus remise en cause. Par ailleurs, c'est des femmes qui voient rarement la couleur du tribunal, puisque, comme une étude américaine l'a montré, la moitié d'entre elles meurent dans l'année où elles ont été victimes de violences sexuelles. Elles se laissent mourir. C'est ça qui se passe, en tout cas dans les EHPAD américains. Donc du coup, en général, vu les lenteurs de la justice, on n'arrive pas à voir, elles n'arrivent pas à arriver même jusqu'à l'audience qui va voir leur agresseur condamné. Voilà, c'était deux choses sur lesquelles je voulais revenir. Merci à toutes les deux, parce que vous avez quand même ouvert un débat qui, effectivement, est très souvent très peu abordé. Et je pense que ça sera l'occasion peut-être de l'approfondir dans une autre édition.